L'île de Madère, c'est un petit bout du Portugal dans l'océan Atlantique, au large des côtes marocaines. Ces montagnes culminent à presque 2000 mètres d'altitude. Ces sommets sont une source de vie pour l'île. Sans l'eau des montagnes, les habitants de Madère connaîtraient la sécheresse. Le combat pour l'eau a toujours stimulé leur capacité d'invention. Mais aujourd'hui, avec 1 million de touristes par an, la splendeur de Madère est menacée. Une fois de plus, les insulaires doivent se montrer inventifs. Les ressources naturelles de l'île suffiront-elles à approvisionner la population en eau potable et en énergie ? L'île aux fleurs. Madère doit ce surnom à la douceur de son climat. Ici, à la limite de la zone tropicale, règne un printemps éternel. Comblée par le soleil et la chaleur, et choyée par les agriculteurs de l'île, légumes, canne à sucre et bananes poussent toute l'année. Depuis l'arrivée des Portugais à Madère au XVe siècle, les insulaires se sont établis principalement sur la côte sud. Les agriculteurs y exploitent la moindre parcelle. Madère paraît toujours verte, mais sans la main de l'homme, l'île aurait un visage différent. Car l'été, sur la côte sud, il ne pleut qu'1 à 2 jours par mois. Comment les Madérois s'y prennent-ils pour transformer leur île en une terre si fertile ? La réponse vient des montagnes de Madère, au nord de l'île, là où les nuages apportés par les alizés de l'Atlantique s'accumulent. Même lorsqu'il ne pleut pas, une brume se dépose sur les versants. C'est de là que provient l'eau qui irrigue les cultures sur la côte. Les versants abrupts et humides des montagnes sont couverts de lauriers. Ces arbres et arbustes au feuillage persistant forment la lauricylve, une forêt subtropicale que l'on trouve uniquement sur les îles Canaries, les Açores et Madère. L'eau s'accumule dans la lauricylve. Puis les petits filets d'eau grossissent et donnent des ruisseaux et des rivières. Dans les montagnes, le terrain très escarpé ne permet pas de cultiver des jardins ou des champs. Les Madérois captent les sources et les ruisseaux et acheminent l'eau par des canaux étroits. Ces canaux, les levadas, parcourent toute l'île, du nord montagneux riche en eau à la côte aride du sud. Malgré leur banale apparence de canaux bétonnés, ce sont en réalité des prouesses d'ingénierie. La déclivité des levadas dépasse rarement 20 mètres pour 1 kilomètre, juste assez pour que l'eau y coule en permanence.
Ces canaux nécessitent des travaux d'entretien réguliers. Des glissements de terrain se produisent fréquemment et les pierres qui dévalent les pentes finissent dans les levadas. Le contrôle permanent des levadas est effectué par des équipes d'ouvriers qui veillent à ce que l'eau arrive toujours à bon port. Ce système d'irrigation a été construit en grande partie dans les années 1950. Ces images d'archives témoignent de la difficulté et de la pénibilité des travaux. Les toutes premières levadas datent en fait d'il y a plus de 500 ans. Lorsque les Portugais prennent possession de l'île, ils font rapidement creuser des canaux sur les flancs des montagnes par des esclaves noirs. Plus tard, ce sont les Madeirois qui se chargent eux-mêmes des travaux. Sur les parois à pic, les ouvriers s'assuraient à l'aide d'une simple corde. Et dans les étroites saillies rocheuses, le moindre faux pas pouvait être fatal. Parfois, il a également fallu creuser des tunnels pour frayer un chemin à l'eau. Agostinho Figueira admire le travail des bâtisseurs du système d'irrigation. En tant qu'ingénieur, il est très bien placé pour connaître la valeur d'une telle réalisation. Il travaille pour la Société d'exploitation et de distribution d'énergie à Madère. Pour lui et ses collègues, les levadas sont une chance inouïe pour l'île. La maîtrise de l'eau sur l'île de Madère a toujours été vitale pour les insulaires. Au fil des années, un important réseau de canaux a été construit sur plusieurs centaines de kilomètres. Ils servent essentiellement à l'approvisionnement en eau potable et à l'irrigation. Mais des centrales hydroélectriques ont également été installées. Partout dans les montagnes, des dispositifs ont été mis en place pour récupérer l'eau des sommets. Certaines levadas débouchent dans des galeries anciennes utilisées comme réservoirs d'eau. Elles ont été creusées dans la montagne il y a 60 ans et elles sont toujours en service. Il existe aussi des bassins de rétention en surface. Ces réserves d'eau servent également à produire de l'électricité. Les versants abrupts des montagnes semblent avoir été créés spécialement pour des centrales hydroélectriques. Les flux d'eau qui les dévalent sont suffisamment puissants pour faire tourner des turbines. Les deux premières centrales hydroélectriques ont été inaugurées en 1953. Elles couvriront les besoins en électricité de l'île jusqu'en 1960. Dans la montagne, en plein cœur de la forêt de lauriers, se trouve l'ancienne centrale de Faixa de Nogueira. Grâce à l'abondance de l'eau, elle est capable de fonctionner tout au long de l'année. Agostinho et son chef d'équipe Mario sont enthousiasmés par ces anciennes installations qui fonctionnent encore. Elles sont des sujets d'étude pour ces deux ingénieurs qui veulent révolutionner l'approvisionnement énergétique de l'île en exploitant davantage les énergies renouvelables.
L'énergie hydraulique est l'un des moyens les plus écologiques de produire de l'électricité. Les turbines et les générateurs tournent sans émission de gaz polluants. Tout comme leurs collègues d'autres pays, Agostinho et Mario doivent relever un défi de taille. Dorénavant, la production d'électricité sur Madère doit être de plus en plus respectueuse de l'environnement, comme c'est le cas ici, à la centrale de Faixa de Nogueira. Les exploitants des centrales hydroélectriques ne peuvent utiliser l'eau des montagnes qu'à une condition. Après son passage dans les turbines, elle doit parvenir aux habitants de la côte. Ils en ont besoin comme eau potable et pour l'irrigation de leur culture. Pour cela, l'eau est acheminée vers la capitale, Funchal, par des tunnels construits il y a plusieurs dizaines d'années. Creuser un tunnel de 5 km dans la montagne, avec les moyens rudimentaires de l'époque, c'était héroïque. Ces ouvrages étaient d'une importance capitale pour que les habitants de la côte sud puissent poursuivre leurs activités durant l'été. Il fallait à tout prix leur garantir un approvisionnement en eau. Plus le volume d'eau recueilli par les levadas est important, plus le réseau électrique de l'île peut être alimenté en électricité verte, et plus les Madérois disposent d'eau pour leurs besoins quotidiens. Tout dépend de la quantité des précipitations sur l'île, que ce soit sous forme de pluie ou de cette brume qui se dépose presque chaque jour sur les cimes des montagnes et contribue à maintenir l'humidité dans les sommets. Comment se fait-il qu'au lieu de passer son chemin, l'eau des nuages soit retenue sur les versants de ces montagnes ? Ces hommes aident la nature madéroise à reprendre le dessus après plusieurs siècles de destruction. Au-dessus de la forêt de lauriers, plus haut dans les montagnes, on trouve normalement une zone de bruyères qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut. Mais lorsque les Portugais sont arrivés sur l'île, ils ont brûlé les forêts en altitude afin de créer des pâturages pour le bétail. Aujourd'hui, les gardes forestiers reboisent la montagne et participent ainsi au combat pour l'eau. Chaque année, ils plantent un demi-million d'arbres, exclusivement des espèces locales. Ces espèces sont celles qui résistent le mieux aux rudes conditions de la montagne. Elles sont adaptées au vent, au climat et au sol. Les arbres locaux ont la capacité de retenir l'eau des nuages, une qualité que les botanistes de Madère savent apprécier. Et ils ne sont pas les seuls. La forêt de Madère joue un rôle fondamental pour capter l'humidité de la brume, surtout en été, lorsqu'il ne pleut pas, ce qui est très fréquent. Lorsque le brouillard enveloppe la végétation, notamment la bruyère, des gouttelettes d'humidité s'accrochent au feuillage. Puis elles se rassemblent, grossissent et tombent sur le sol comme des gouttes de pluie. La végétation des montagnes de l'île donne l'illusion qu'elle ne manque pas d'eau. En réalité, chaque goutte de pluie compte. Car Madère n'est plus une île quasi déserte. Au XXe siècle, sa population a doublé et compte aujourd'hui plus de 250 000 habitants, dont la moitié vit à la capitale. Funchal est aujourd'hui une grande ville européenne comme toutes les autres. Et ses nombreux habitants consomment de plus en plus d'eau.
Beaucoup de Madérois ignorent que le manque d'eau peut devenir un véritable problème pour l'île. Presque chaque foyer cultive un petit jardin derrière sa maison et produit ses propres fruits et légumes. Certains possèdent même une petite plantation de bananes. Mais ces plantes ne peuvent survivre en été que si elles sont arrosées. Comme il n'y a pas de source sur la côte sud, tout le monde réclame sa part d'eau de montagne acheminée par les levadas. L'été, le moindre petit jardin dépend du réseau des canaux d'irrigation. José Loreto exerce un métier qui n'existe que sur l'île de Madère. Il est distributeur d'eau, ou levadero. L'été, personne n'est attendu autant que José et les 200 autres levaderos de Madère. La technique avec laquelle il distribue de l'eau aux paysans est aussi ancienne que les levadas. Grâce à des trous dans le mur d'un bassin de pierre, le levadero détermine à qui l'eau doit parvenir et pendant combien de temps. Tous ses clients ne peuvent pas être approvisionnés quotidiennement. José travaille sans relâche. Ses prédécesseurs sillonnaient l'île à pied ou à cheval. Aujourd'hui, les levaderos se déplacent tous avec leur propre véhicule de fonction. Pour ce qui est du reste, leur travail n'a pas changé au fil du temps. José doit veiller avant tout à entretenir de bonnes relations avec ses 150 clients qui demandent tous à être traités équitablement. De bon matin, Maria Sardigna se rend dans son petit champ, situé directement sur la côte. Elle doit y être présente au moment du passage de l'eau. Autrement, elle ne pourra pas arroser sa terre. Lorsque José arrive, Maria doit optimiser le temps qui lui est imparti. Une petite heure d'irrigation. Aucune goutte ne doit se perdre. Même si aujourd'hui le ciel est couvert, les nuages près de la côte apportent rarement de la pluie en été. Autrefois, il arrivait qu'on en vienne aux mains lorsqu'il s'agissait d'eau. Les disputes pouvaient dégénérer en bagarre. Aujourd'hui, les levaderos n'ont plus rien à craindre. Les madérois sont plus paisibles. En attendant, sans irrigation artificielle, Maria serait obligée de renoncer à son jardin. En juillet, le mois le plus chaud, le levadero ne passe qu'une fois tous les 15 jours. Il n'y a tout simplement pas plus d'eau sur l'île. Les légumes de Maria connaissent alors une période critique. Si la sécheresse dure trop longtemps, la récolte risque d'être anéantie. Dans ces moments-là, la mission de José consiste essentiellement à calmer les esprits. Lors des pénuries d'eau, il doit toujours se montrer diplomate. Plus on s'approche de la côte, plus l'eau se raréfie. C'est pourquoi, à Madère, une loi d'airain s'applique. Priorité à l'eau potable, puis à l'irrigation des champs agricoles. Pour tout autre usage, il faut attendre son tour.
L'été, ce sont surtout les centrales électriques qui sont servies les dernières. Les tuyaux qui approvisionnent les centrales situées sur la côte restent vides. Pendant la saison estivale, l'eau ne peut être utilisée comme ressource énergétique. Les centrales hydroélectriques de la côte sont hors service tout l'été, de début juin à fin septembre. À Madère, sans eau, pas d'électricité écologique bon marché. Dans ces cas, l'île a recours aux énergies fossiles et polluantes. Une immense centrale diesel pollue l'air. C'est surtout l'été qu'elle fonctionne à plein régime, ce qui nuit gravement à l'environnement. De plus, il est extrêmement coûteux de faire livrer le combustible par bateau-citerne. À Madère, la production d'électricité par les centrales diesel revient 3 fois plus cher que sur le continent. Mario et Agostinho, les 2 ingénieurs des centrales électriques, veulent se passer de cette ressource coûteuse. Leur objectif est d'augmenter la part de production des énergies renouvelables. Mais comment faire si chaque été, leurs centrales hydroélectriques doivent cesser de fonctionner? L'énergie hydraulique à elle seule ne suffit pas à assurer la transition énergétique de Madère. D'autres sources d'énergie sont nécessaires, comme le vent et le soleil, avec des éoliennes et des centrales solaires. À Madère, l'énergie éolienne est exploitable depuis 1992, ce qui fait de l'île un précurseur pour tout le Portugal. À l'époque, les parcs éoliens se construisaient directement au bord de la mer. Mais depuis, pour ne pas défigurer les côtes, on cherche d'autres emplacements. La société madéroise d'exploitation et de distribution d'énergie a donc choisi de se retirer dans les montagnes. Le haut plateau Paul da Serra est l'un des lieux les plus isolés de l'île. C'est ici que les ingénieurs en électricité concrétisent leurs plans. Depuis l'an 2000, le nombre et la taille des éoliennes n'a cessé d'augmenter. En 10 ans seulement, la performance globale a été multipliée par 10 pour atteindre 45 MW. De quoi couvrir les besoins en électricité de 40 000 personnes. Pour Madère, les éoliennes sont une bénédiction à tout point de vue. Elles apportent non seulement une haute technologie sur l'île, mais elles créent aussi des emplois. Les installations géantes nécessitent un entretien régulier. Avant, on faisait venir des techniciens de maintenance qui se déplaçaient spécialement pour leurs interventions. Mais aujourd'hui, avec le nombre toujours croissant d'éoliennes, les grands exploitants recrutent des équipes de maintenance directement sur place. Mais l'énergie éolienne a aussi ses points faibles qui peuvent être rédhibitoires sur une île éloignée du continent. En effet, les éoliennes ne sont opérationnelles que lorsque le vent souffle. Par temps calme, Madère se verrait contrainte d'importer de l'électricité. Or, il n'existe pas de lignes électriques entre le Portugal et Madère. L'île se trouve à 1 millier de kilomètres au large du continent. Mais il arrive aussi que l'énergie éolienne produise trop d'électricité. La nuit, lorsque les Madérois dorment, la consommation d'électricité baisse brusquement. Et si le vent souffle à ce moment,
il produit de l'électricité qui ne sera pas utilisée. Certains rotors sont alors mis à l'arrêt afin de ne pas surcharger le réseau électrique, ce qui contrarie les ingénieurs. Mon rêve a toujours été de profiter au maximum des énergies renouvelables. Mais il y a une limite. L'énergie ne peut être utilisée qu'au moment où elle est produite, et si les conditions le permettent. Le plus important, c'est de pouvoir utiliser tout ce que nous offre la nature, notamment l'énergie éolienne, puisque c'est la plus économique. Mais pour cela, il faut pouvoir stocker l'énergie. Il faut donc dépasser cette contrainte, produire l'énergie dès que cela est possible et trouver un moyen de la stocker pour l'utiliser plus tard quand la demande est importante. Mario et Agostinho se rendent compte que l'énergie éolienne n'est pas la seule solution possible pour leur île. Ils doivent absolument revoir leur concept. Comment stocker l'électricité produite par les éoliennes? Et comment exploiter les centrales hydroélectriques l'été lorsque l'île connaît des pénuries d'eau? S'ils ne trouvent pas de réponse à ces problèmes, leur projet tout entier risque d'échouer. Et leurs difficultés ne s'arrêtent pas là. Les ingénieurs doivent prendre en considération le fait que les 2/3 de Madère sont des sites protégés. Ces paysages d'une beauté époustouflante représentent une grande partie du capital de l'île. Les touristes attirés par cette nature exceptionnelle ne veulent pas qu'elle soit défigurée par une accumulation d'éoliennes. Mais la nature n'est pas la seule attraction à Madère. Le vin de l'île est particulièrement réputé chez les connaisseurs. Les ceps de vigne étaient déjà présents dans les bateaux des premiers colons portugais. 8 entreprises familiales se partagent aujourd'hui le marché de la vigne. Elles ne produisent pas un vin de table classique. Le madère est consommé comme apéritif ou comme digestif. Les vignerons interrompent la fermentation en ajoutant dans le mou une eau de vie fortement alcoolisée. Une partie du glucose reste ainsi dans le vin. Le madère est conservé dans des combles où règnent des températures très élevées et les vignerons font entrer de l'air dans les tonneaux. La chaleur et l'air de l'île confèrent au madère son arôme typique. Mais quitte à choisir, la plupart des touristes préfèrent un plongeon dans l'eau fraîche. Les côtes rocheuses sont un Eldorado pour les plongeurs. C'est grâce à l'engagement des plongeurs qu'est créé en 1986 le parc national maritime de Gurajão, le premier en son genre de tout le Portugal. La star du récif, c'est lui, le mérou rouge. Autrefois cible d'une pêche au harpon impitoyable, l'espèce est aujourd'hui menacée de disparition. Le parc national maritime lui offre un cadre protégé où il peut de nouveau se reproduire.
Ces colosses peuvent vivre plus de 30 ans et dépasser les 200 kilos. Le phoque moine de Méditerranée est encore plus rare. On estime qu'il ne subsiste qu'environ 500 individus sur la planète, dont la majorité vit en Méditerranée. Dans l'Atlantique, les phoques ne peuvent être observés qu'à Madère. Les foules de touristes qui viennent découvrir la beauté de Madère provoquent en même temps sa transformation. Le tourisme est de loin le secteur économique le plus important à Madère, mais aussi la plus grande menace. La petite île accueille 1 million de visiteurs chaque année et tous exigent le même confort que chez eux. Douche quotidienne, hôtel avec piscine et de l'électricité 24 heures sur 24. Tout cela accentue les problèmes. Les nombreux visiteurs augmentent les besoins en eau et en électricité de l'île. Aujourd'hui, Madère consomme 2 fois plus d'électricité qu'il y a 20 ans. Le tourisme pourrait détruire justement ce que les visiteurs recherchent, une nature intacte et merveilleuse. Or, les ressources d'eau limitées en été doivent couvrir les besoins d'un nombre de personnes de plus en plus élevé. Et le problème pourrait s'aggraver. Les experts craignent en effet qu'avec le changement climatique, les étés soient de plus en plus secs. Les ingénieurs Mario Fernandez et Agostinho Figueira pourraient perdre la course contre le tourisme. L'alimentation totale de l'île en électricité écologique demande une transformation de très grande envergure. L'idée est de stocker l'eau qui coule en abondance l'hiver afin de pouvoir puiser dans cette réserve l'été. Celle-ci se situerait au creux de la montagne. En 2005, les ingénieurs font venir de grands tunneliers sur Madère. Ce que leurs prédécesseurs ont réalisé avec des moyens rudimentaires il y a 60 ans demande aujourd'hui un matériel plus performant. Un réservoir d'eau de 4 km de long doit être creusé. La précieuse eau de pluie sera abritée dans les profondeurs de la montagne. Un lac de rétention en surface n'est pas une solution envisageable. Sur l'île de Madère, c'est très compliqué de créer des réservoirs à ciel ouvert, parce que l'hydrographie est très complexe. Pour ce projet, on a donc choisi de créer un bassin de collecte souterrain. C'est un projet très cher et très compliqué. Mais il permet de préserver le paysage et l'environnement tout en apportant une solution à un problème fondamental. Seul un petit bassin sera visible de l'extérieur. La majeure partie du réservoir restera cachée dans l'immense galerie souterraine. En 2007, le tour de force est réussi. Le réservoir d'eau remplit sa fonction. L'eau récupérée dans le bassin peut être distribuée dans toute l'île. Les centrales hydroélectriques prélèvent ici une partie de l'eau pour la consommation des insulaires et des touristes. À la différence d'autres îles de vacances, Madère n'a pas besoin d'importer de l'eau potable par bateau, même pendant les périodes les plus sèches de l'année. Quant à l'eau qui reste après l'approvisionnement de la population,
elle est exploitée par les centrales électriques. En dessous du réservoir se situe la centrale hydroélectrique de Socorridos, la plus grande et la plus moderne de l'île. Malgré l'investissement de taille qui a été consacré au réservoir d'eau, Socorridos ne fonctionne pas tous les jours pendant l'été. Lorsque les précipitations se font trop rares, même la grande réserve finit par s'épuiser. En été, l'eau était presque uniquement utilisée pour approvisionner la population en eau potable et pour l'irrigation. La part réservée à la production énergétique était nulle. Cette centrale n'était donc pas en service et ne produisait pas d'énergie. La présence du nouveau réservoir ne suffit pas. Mario doit développer de nouvelles idées pour réaliser son rêve d'une électricité hydraulique fiable. L'ingénieur imagine alors une solution un peu folle, une centrale hydroélectrique qui recycle l'eau et qui pourrait par conséquent fonctionner aussi l'été en période de sécheresse. Voici comment se présente le projet. L'eau est recueillie à la sortie de la centrale au lieu de se déverser dans la mer, ce qui nécessite un second réservoir d'eau situé cette fois-ci en dessous de Socorridos. Cet autre réservoir contient la quantité d'eau qui passe chaque jour par les turbines de la centrale, à savoir 55 000 mètres cubes. L'eau qui, jusqu'à présent, se perdait dans la mer, est récupérée dans ce réservoir pour être réutilisée. Les techniciens dirigent la centrale moderne de Socorridos à partir d'une salle de commande. D'ici, ils peuvent suivre les besoins en électricité de Madère à tout moment. Le matin, lorsque les besoins montent en flèche, ils démarrent la centrale. Les grandes vannes s'ouvrent. L'eau chute par des tuyaux depuis le réservoir supérieur et met les turbines en mouvement. Socorridos produit maintenant de l'électricité. Puis, l'eau poursuit sa trajectoire et finit dans le réservoir inférieur qui se remplit progressivement. Pendant toute une journée, Socorridos approvisionne l'île en électricité sans perdre une goutte d'eau. La production de la centrale est de 15 mégawatts. Et la nuit, lorsque la consommation d'électricité diminue, c'est le réservoir d'énergie éolienne, une autre invention de Mario, qui entre en jeu. Le vent, jusqu'à présent inexploité pendant la nuit, remplit désormais une fonction importante. Pour cela, les ingénieurs intègrent dans la centrale 4 pompes de la hauteur d'une maison. Ainsi, l'eau déjà utilisée par Socorridos peut effectuer le chemin en sens inverse. La centrale fait pour ainsi dire machine arrière. Lorsque le réservoir inférieur est plein et que le vent souffle, les techniciens actionnent les pompes. Ce sont les éoliennes situées dans les montagnes qui leur fournissent l'énergie nécessaire. Grâce aux pompes, l'eau recueillie pendant la journée remonte la pente de nuit jusqu'au réservoir supérieur. Celui-ci est comme une batterie géante, capable de se recharger grâce à l'énergie éolienne.
Aujourd'hui, Madère possède ce que les ingénieurs du monde entier ont longtemps cherché à mettre au point, un réservoir à électricité éolienne. Le lendemain, le réservoir supérieur est de nouveau rempli. Ainsi, en journée, lorsque la demande d'électricité est forte, la quantité d'eau disponible suffit pour faire tourner les turbines. Et la nuit, l'eau parcourt le même chemin en sens inverse. Les pompes, actionnées par l'électricité éolienne, permettent de la faire revenir vers la montagne et Socorridos stocke alors de l'énergie. La centrale de Socorridos est très importante pour l'île de Madère, parce qu'elle produit à elle seule plus de 50% de l'énergie hydroélectrique. C'est un exemple pour les autres projets, toujours plus ambitieux, qui ont le même objectif, valoriser toutes les ressources dont nous disposons et toute l'énergie produite pour garantir l'avenir de la population. Sur le haut plateau Paul da Serra, la construction d'un deuxième réservoir d'eau est prévue. Il sera 10 fois plus grand que celui de Socorridos. La construction d'une deuxième centrale hydroélectrique qui peut faire machine arrière et stocker de l'électricité éolienne est également à l'ordre du jour. Par ces innovations, Madère veut doubler ses productions d'électricité hydraulique et éolienne. En 2020 déjà, la moitié des besoins en électricité de l'île sera couverte grâce aux sources d'énergie renouvelables. La petite île de Madère a une avance considérable sur le reste de l'Europe. En 2030, seuls 27% de l'électricité consommée par l'Union européenne sera issue d'énergie renouvelable. Madère apporte la preuve qu'il est possible de faire beaucoup mieux. Ce soir, Arte teste vos limites. 20h55, jusqu'où rester corporate? Thriller dans une entreprise sans pitié avec Céline Salette. 22h30, jusqu'où acheter frénétiquement de l'art? Enquête sur les collectionneurs chinois. Et le test continue sur arte.tv. La web-série Dopamine vous met à l'épreuve en s'en prenant à vos applications préférées. Jusqu'où êtes-vous prêt à nous suivre? Son nom est... Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui m'arrive? Trintignant. Jean-Louis Trintignant. Bon. L'insaisissable. Le tendre. Vous voulez bien me faire un sourire? Le timide. Le ténébreux. Vous voulez essayer? Jean-Louis Trintignant est sur Arte dans L'argent des autres et 3 couleurs rouges, lundi dès 20h50. Mardi dans Théma. La guerre d'influence menée par le Qatar sur l'islam d'Europe. Le Liban, pays multiconfessionnel, otage du Moyen-Orient. Le succès et la professionnalisation des ONG musulmanes dans le monde. 3 sujets, mardi dans Théma, à partir de 20h50. Le plus vieux désert du monde. Une rivière de 800 km qui s'évapore et qui réapparaît. Des baobabs de 5000 ans. Des cigognes et des crocodiles qui pêchent ensemble. Et tant d'autres merveilles.